Nouvelle édition d'informations sur Bossolo Télévision, mesdames et messieurs, voici les titres de ces journaux. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salué l'implication du président américain Donald Trump dans la médiation du futur accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Dans une interview exclusive accordée à la journaliste Ariana Veras Victoria, correspondante permanente à la Maison-Blanche pour l'Afrique, il a décrit cet accord comme une réponse attendue à un conflit vieux de 3 décennies. 77e session ordinaire, ce jeudi à Arusha en Tanzanie. La Cour africaine des droits de l'homme et le peuple a procédé au prononcé de quelques arrêts concernant notamment l'affaire opposant la République démocratique du Congo et au Rwanda. Le lundi 2 décembre 2024, la RDC avait annoncé officiellement sa détermination de poursuivre son voisin Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Kinshasa accuse Kigali de violations des droits de l'homme, violation des frontières, massacre dans la province du Nord et du Sud Kivu depuis 2022. Tels sont les titres qui vous seront développés dans un laps de temps. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Et le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a salué l'implication personnelle du président américain Donald Trump dans la médiation du futur accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Dans une interview exclusive accordée à la journaliste Ariana Veras Victoria, correspondante permanente à la Maison-Blanche pour l'Afrique, il a décrit cet accord comme étant une réponse attendue à un conflit vieux de 3 décennies. Le président Félix Tshisekedi est dans ses propos sélectionnés par Jude Kalongo. At the point of the principal agreement, a set of principles have been selected for the agreement, and if everything goes well, by the end of next week, both of our foreign ministers from Congo and Rwanda would meet in the United States to sign more than a principal agreement, and then we will come to endorse around President Trump in the United States. But I don't know when that will take place. It will depend upon both the progress of the events on the ground, but also it will depend on the US agenda. As we know that the US are involved in so many issues. You talked about the Middle East, and you talked about the war between Russia and Ukraine, and we also have the conflict between Iran and the DRC. So it will depend on those, but I think this might take place around mid-July. But then after that, I believe if they manage to achieve this, to end an unjust conflict that has caused thousands and hundreds of thousands of were dead. And some people would say that this war has caused more dead than the Second World War. And I think if President Trump, thanks to his mediation, managed to definitely end this war, he would really deserve this Nobel Prize. I would go the first. Et à mission officielle à Kinshasa, le secrétaire général du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croix-Rouge, Jean Champagnien, a été reçu ce mercredi 26 juin par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe-Kaningini. Les échanges ont porté sur les grands défis humanitaires auxquels la République démocratique du Congo fait face, notamment la crise dans la partie orientale du pays, les déplacements massifs des populations, les épidémies récurrentes ainsi que la vulnérabilité de communautés locales. Le reportage, c'est avec la cellule de communication de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, s'est entretenu le mercredi 25 juin 2025 avec le secrétaire général du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Jagan Chapagen, en mission officielle à Kinshasa. Une rencontre axée sur les enjeux humanitaires et le renforcement de la coopération entre la RDC et cette organisation humanitaire internationale. À la tête d'une forte délégation, Jagan Chapagen a exprimé 2 préoccupations majeures. D'une part, la protection et la reconnaissance officielle de l'emblème de la Croix-Rouge pour assurer la sécurité des volontaires dans les zones en conflit, notamment à l'est du pays. Et d'autre part, un plaidoyer pour un appui financier et technique accru du gouvernement congolais à cette organisation.
Très attentif à ces deux demandes, le président Vital Kamerhe, lui-même originaire de la région en proie à l'insécurité, a salué le courage et le dévouement des humanitaires congolais. Il a rassuré son invité de marque quant à l'engagement de l'Assemblée nationale à faire avancer la proposition de loi sur la Croix-Rouge, annoncée comme l'une des priorités législatives de la session de septembre prochain. Une loi qui va ouvrir la porte à l'augmentation de l'appui du gouvernement et à la protection de l'emblème sur toute l'étendue du territoire. This is my first visit to DRC. J'aimerais encore exprimer ma gratitude au président de l'Assemblée nationale pour sa reconnaissance du travail qu'abat la Croix-Rouge en République démocratique du Congo, pour le soubassement juridique que bénéficie la Croix-Rouge, dont bénéficie la Croix-Rouge, et aussi son engagement pour pousser les projets de loi pour le compte de la Croix-Rouge. Et j'ai eu une réunion très fructueuse et productive et je réitère ma gratitude au président de l'Assemblée nationale. Après cet entretien, Jagan Chapagen a invité le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, à l'accompagner pour rejoindre des centaines de volontaires de la Croix-Rouge qui étaient réunis dans la salle des spectacles du Palais du Peuple pour une manifestation de soutien. Ce que vous faites en tant que volontaire de la Croix-Rouge, secourir les gens qui sont en détresse. Il n'y a pas meilleur que ça, donner sa propre vie ou risquer sa propre vie ou sauver des vies. Le président Vital Kamerhe en a profité pour encourager ces acteurs de première ligne, véritables piliers de la résilience communautaire. Il convient de noter qu'il s'agit de la première visite officielle de Jagan Chapagen en République démocratique du Congo. À Kinshasa, il a visité plusieurs structures de la Croix-Rouge, notamment la polyclinique, les auditoires, les salles de pratique de sages-femmes et l'atelier de couture. La journée s'est clôturée par une simulation d'intervention humanitaire au Palais du Peuple, en présence de plusieurs personnalités, dont le président national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du Congo voisin. Et l'école de guerre de Kinshasa vibre ce mercredi 25 juin 2025 au rythme de la deuxième du colloque international ouverte solennellement par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, maître Guy Kabombo Modiavita, placé sous les thèmes enjeux technologiques et défense de l'intégrité territoriale de la RDC dans un contexte de mutation géopolitique internationale. Ce forum de haut niveau se tient pendant 2 jours, du 25 au 26 juin, avec la participation de plusieurs experts civils, militaires, nationaux et étrangers. Images et commentaires. Kinshasa accueille depuis ce mercredi la deuxième édition du colloque international de l'école des guerres placé sous le thème « Enjeux technologiques et défense de l'intégrité territoriale de la RDC dans un contexte de mutation géopolitique internationale ». Un rendez-vous d'envergure qui réunit experts, militaires, chercheurs et officiels autour des défis sécuritaires auxquels la RDC fait face. Dans son discours d'ouverture, le directeur général de l'école des guerres, le général-major Mouland Nawej, a souligné l'importance de ces colloques dans le contexte actuel. Présent à la cérémonie, le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale, Guy Kabombo, a insisté sur la pertinence stratégique du thème abordé à l'heure où la RDC, riche en ressources, est située dans une zone hautement géostratégique et confrontée à une insécurité croissante et à des ingérences extérieures. La défense de notre intégrité territoriale ne peut plus se concevoir uniquement en termes de déploiement physique. Elle exige donc une maîtrise des technologies de l'information, une capacité de veille stratégique, une intégration du renseignement numérique et une formation adaptée à nos forces. Ce colloque est donc une plateforme essentielle. Il permettra de croiser les expertises militaires, scientifiques, académiques et diplomatiques afin de proposer des pistes concrètes pour une défense moderne, agile et anticipatif. En marge du colloque, le vice-premier ministre de la Défense a tenu une séance de travail avec le caucus des députés du Grand Équateur. Une rencontre axée sur les retours d'expérience de sa récente mission dans la 13e région militaire. Il a été question d'évaluer les réalités sécuritaires locales et d'identifier des pistes concrètes pour renforcer les capacités des forces armées et de la résilience des populations. À travers ces colloques et ces échanges politiques, Kinshasa
entend poser les jalons d'une doctrine de défense moderne adaptée aux menaces contemporaines et capable de garantir la souveraineté du pays. Et nous l'avions mentionné au sommaire de ce journal dans une décision très attendue rendue ce jeudi 25 juin 2025 à Arusha. La Cour africaine des droits de l'homme et du peuple a tranché en faveur de la République démocratique du Congo en se déclarant compétente pour examiner l'affaire opposant le Rwanda ainsi que la République démocratique du Congo. L'agression qui est survenue en 2025, la Cour a rejeté l'ensemble des exceptions soulevées par le Rwanda qui plaidait l'irrecevabilité de la requête et contestait même la compétence de cette instance judiciaire. Edouard Chama pour les détails. La Cour africaine des droits de l'homme et du peuple vient de se déclarer compétente pour connaître de la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda et en même temps, elle déclare recevable la dite requête. Contrairement à l'armada des exceptions que le Rwanda avait soulevées, demandant à la Cour de se déclarer incompétente et la requête irrecevable. Cette décision marque un tournant décisif dans la lutte contre l'impunité de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Dans les jours qui viennent, c'est-à-dire à partir de maintenant, le Rwanda de Paul Kagame a 90 jours pour soumettre à la Cour ses observations sur le fond. Et lorsque cela sera fait, la RDC aura 45 jours pour envoyer sa réplique avant la décision qui interviendra quant au fond. C'est l'occasion pour nous de remercier le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sa vision matérialisée par son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka. Et en même temps, nous remercions et félicitons l'ensemble de nos avocats qui travaillent, qui occupent pour la République dans ces dossiers. Et au troisième jour de la mission officielle en République démocratique du Congo de la délégation de l'Agence nationale de gestion électorale du Tchad, en sigle conduite par son président Ahmed Barthéchiret, a visité ce mercredi 25 juin 2025 le centre électoral Bossolo, infrastructure emblématique de la Commission électorale nationale indépendante CENI, située à Kingabwa. Nous sommes dans la commune de Limiti à Kinshasa. Images et commentaires. Conduite par son président Ahmed Barthéchiret, la délégation tchadienne de l'Agence nationale de gestion électorale a visité ce mercredi 25 juin le centre électoral Bossolo à Kingabwa, une structure stratégique de la Commission électorale nationale indépendante. Ce centre, créé sous l'impulsion de Denis Kadima Kazadi en amont des élections de 2023, symbolise l'engagement de la CENI pour un processus électoral transparent. Il centralise, traite et publie les résultats électoraux en temps réel, bureau de vote par bureau de vote, dans le but de garantir la vérité des urnes et prévenir le tension post-électorale. Accueilli par le secrétaire exécutif national adjoint Marie-Josée Kapinga Bondo et les directeurs de la logistique Hilaire Kambalé, la délégation tchadienne a bénéficié d'une visite guidée approfondie. Les entrepôts centraux de 4000 m², les installations technologiques, le système d'énergie et de sécurité, dont un forage d'eau de 75 mètres, ont été minutieusement présentés. Une démonstration des anciens et nouveaux kits électoraux a également été faite. Inspiré du modèle sud-africain, le centre Bossolo est aujourd'hui une infrastructure permanente au service de la modernisation électorale en RDC. Ahmed Barthéchiret a salué cette avancée majeure et le leadership du président Kadima, appelant à la poursuite de réformes pour consolider la crédibilité du processus électoral congolais. Il y a quand même apporté une très grande innovation dans le système électoral
congolais. Et nous avons constaté qu'effectivement, par rapport aux élections qui sont passées, telles que déjà projetées ici, que c'est un progrès remarquable et qui mérite d'être mis à son actif, et que nous encourageons à ce qu'ils puissent poursuivre cet élan de montrer encore plus d'avantages et de rendre les élections plus transparentes et plus crédibles. Une réunion bilan avec Denis Kadima Kazadi est prévue ce jeudi 26 juin pour clôturer cette mission de change. Le 26 juin de chaque année, le monde entier se mobilise à l'occasion de la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette journée vise à rappeler l'interdiction absolue de la torture, à sensibiliser aussi l'opinion publique et à affirmer une solidarité sans faille envers celles et ceux dont le corps ou l'esprit ont été brisés par cette pratique inhumaine. Les précisions dans ces commentaires signés Julia Kamonia. Chaque 26 juin, le monde commémore la Journée internationale pour les soutiens aux victimes de la torture, instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1997 à travers la résolution 52/149. Cette journée fait écho à l'entrée en vigueur le 26 juin 1987 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La torture, considérée comme l'un des actes les plus abominables que l'être humain puisse infliger à son semblable, est formellement interdite par le droit international. Elle ne peut être justifiée en aucune circonstance, que ce soit en temps de guerre, de menaces terroristes, d'urgence nationale ou d'instabilité politique. Elle constitue une violation grave des droits de l'homme et, lorsqu'elle est pratiquée de manière systématique, ou généralisée, elle devient un crime contre l'humanité. Selon l'ONU, la torture comprend tout acte infligeant intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales à une personne dans le but d'obtenir des aveux, de la punir ou de l'intimider, et c'est avec l'implication directe ou indirecte d'agents de l'État. En dépit de cet engagement international, la pratique de la torture demeure répandue dans plusieurs pays. Centres de détention secrets, mauvais traitements lors des interrogatoires, violences sexuelles, privations prolongées ou humiliations sont autant de formes de torture toujours observées. La complicité tacite de certains États, le manque d'accès à la justice pour les victimes et l'impunité des auteurs aggravent ces fléaux. La journée du 26 juin n'est pas seulement un rappel juridique. Elle est un cri de solidarité en faveur des survivants. Les Nations unies exhortent le gouvernement à renforcer la prévention, à enquêter sérieusement sur les cas de torture, à punir les auteurs et surtout à assurer un accompagnement psychosocial, médical et juridique aux victimes. Les ONG, en première ligne dans ces combats, jouent un rôle essentiel en documentant les abus, soutenant les survivants et en plaidant pour les réformes légales. Les programmes de réhabilitation permettent à de nombreuses victimes de retrouver une dignité perdue. Alors que la torture continue de se pratiquer dans l'ombre, la Journée internationale du 26 juin vient rappeler à la conscience collective que la lutte contre l'impunité et le respect de la dignité humaine sont des impératifs. Et la société Kobil SA a lancé ce mercredi 25 juin 2025 à la station Molinde de Kasavubu une nouvelle gamme de produits lubrifiants. Ces huiles moteurs de qualité marquent une avancée significative pour cette entreprise congolaise dans le secteur des hydrocarbures. La cérémonie a été patronnée par Jean-Lucien Boussa, ministre du portefeuille. Bosco Kabamba, Chrétien Gaïmé était là comme témoin de cet événement. C'est une première dans l'histoire du secteur d'hydrocarbures en République démocratique du Congo. La société pétrolière congolaise Kobil SA vient de mettre sur le marché sa propre gamme de lubrifiants sous la marque de Kobil Oil, conçue pour les moteurs à essence diesel ainsi que les engins lourds.
Ces produits constituent une solution idéale pour les moteurs de véhicules et autres usages au regard de sa qualité supérieure. Prenant la parole en présence du ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa, l'administrateur général directeur de Kobil, Placide Matubunga, revient sur les bien fondés de ces produits. Il était impérieux que chacun, en ce qui les concerne, apporte une pierre pour construire notre société. Conformément à la vision de M. le Président de la République, nous avions entamé des démarches visant à doter notre société de ses propres lubrifiants, des marques Kobil, étant donné qu'elle est spécialisée dans la commercialisation des produits pétroliers. À nos partenaires et clients habituels, ainsi que tous les utilisateurs de différents engins qui nécessitent des lubrifiants et graisses, je vous invite à l'utilisation des lubrifiants de marque Kobil. Séance tenante, le ministre Jean-Lucien Boussa a coupé les rubans symboliques pour donner le coup d'envoi de la commercialisation de cette gamme de lubrifiants. Avec joie, Jean-Thierry Mosenepo, président du conseil d'administration de Kobil SA, parle de la démarcation de celle-ci avec d'autres sociétés concurrentielles. Rappelez-vous que son Excellence, Monsieur le ministre du Portefeuille, nous a demandé lors des assises des États généraux du portefeuille de diversifier les sources de revenus de nos entreprises. Il a été décidé donc de travailler pour que l'on puisse obtenir une marque de lubrifiant propre à Kobil. Après 25 ans d'existence, nous avons réussi à tenir le challenge. Et aujourd'hui, Kobil vient de mettre sur le marché son propre lubrifiant à un prix défiant toute concurrence. Et c'est une marque congolaise, parce que cela rentre dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi. Dans une note de satisfaction, la délégation a pris la direction de la station Kobil Huilery pour visiter la nouvelle technologie de l'énergie renouvelable mise en place pour éviter tout désagrément pendant le service des ventes des carburants, mais aussi à gagner en termes des autres dépenses financières. Et la Direction générale des recettes de Kinshasa était ce mercredi 25 juin 2025 dans quelques sociétés pour sanctionner 3 entreprises non-règles en matière de fiscalité. La régie financière de Kinshasa procède au scellage des grandes entreprises et des moyennes entreprises au regard de l'application des textes légaux en matière des impôts et taxes revenant ainsi à la ville de Kinshasa. Encore une fois de plus, Bosco Kabamba était sur le place. La Direction générale des recettes de Kinshasa a poursuivi mercredi dernier sa mission de scellage des propriétés des contribuables, personnes physiques et morales non en règle au paiement des impôts, taxes, redevances et autres droits dus à la ville de Kinshasa. Pour la journée du mercredi 25 juin, les huissiers fiscaux de la régie financière de la capitale ont commencé leur opération par la direction générale de la banque Afriland First Bank, située au croisement des avenues du Haut Commandement et boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Cette opération a connu une grande résistance, mais la force reste à la loi. Déterminée à faire appliquer la loi, la banque Afriland a vu se porte scellée pour non-paiement des actes générateurs des recettes dont elle fait l'objet. Juste après, les missionnaires se sont rendus dans la commune de Kasavubu où ils ont procédé au scellage d'une maison de vente des pièces de réchange et aussi la salle de fête Bernicia Auberge située non loin du rond-point Kimpwanza, toujours dans la commune de Kasavubu. Sur ce, le directeur général des recettes de Kinshasa rappelle aux contribuables à régulariser leur situation car la mission de scellage lancée en début de semaine s'est poursuivie sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Clôture ce jeudi 26 juin 2025 de la 2e semaine de l'énergie en République démocratique du Congo. Ouvert le 24 juin dernier, la 2e semaine de l'énergie a connu la participation de plusieurs partenaires ainsi qu'experts en vue de trouver des solutions à travers l'auto-évaluation dans ces secteurs importants de la vie. Plusieurs recommandations ont été formulées, entre autres les allègements fiscaux. Durant 3 jours, les acteurs du secteur de l'énergie, dont les partenaires et autres, ont eu des moments d'échange fructueux en vue de trouver des solutions idoines quant au problème de la desserte en électricité sur l'ensemble du territoire national. Dans ce mot de clôture de la semaine de l'énergie,
La directrice générale de l'ARE, Dr Sandrine Moubengangalula, a fait voir le travail des titans réalisé par les équipes de cette structure mise en place dont la fiscalité non attractive est promette. Notre établissement fournira des efforts pour faire avancer positivement les choses afin de disposer des retombées lors de la tenue de la prochaine semaine de l'énergie. Nous avons aussi reçu avec satisfaction quelques initiatives collectives déjà prises par certains d'entre vous pour faire face aux défis rencontrés dans le secteur. Et parmi les défis à relever, Sandrine Moubengangalula a indiqué que son bureau a reçu toutes les difficultés liées au secteur et devra se mettre pour répondre à toutes les initiatives. Tout en saluant ces initiatives, nous vous informons que l'ARE a déjà initié avec la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, certains opérateurs et miniers, un cadre permanent de concertation dont les séances de démarrage ont été tenues à Kolwezi dans la province de Lualaba. Représentant le ministre de l'Énergie et Ressources hydrauliques empêché, le vice-premier ministre et ministre du Plan, Guilain Nyemboué, a tenu à remercier l'initiative prise par l'ARE dans la deuxième semaine de l'énergie, tout en signifiant le défi que le gouvernement de la République attend faire, entre autres la mise en place d'un plan directeur de la desserte en électricité à travers l'énergie renouvelable. Le gouvernement de la République en est conscient et est à pied d'œuvre pour relever ces défis. À titre indicatif, pour faire face aux défis liés à l'accès à l'électricité, le gouvernement a élaboré un compact énergétique national qui tient compte des exigences du plan national stratégique de développement, du plan directeur d'industrialisation de la RDC et de l'objectif de développement durable 7 des Nations Unies à l'horizon 2030. Plusieurs participants ont été émus de ces échanges durant ces 3 jours pour apporter les solutions à ces secteurs très importants de la vie en RDC. En définitive, l'ARE promet dans les prochains jours la vulgarisation de la loi sur l'ARE, mais également le déploiement des projets des managers pour le suivi de ces projets. 24 heures avant la signature d'un accord de paix historique entre Kinshasa et Kigali sous les auspices de l'administration Trump, l'ancien président nigérien Obasanjo, l'un des 5 facilitateurs régionaux désignés par la SADC et EAC, multiplie leurs rencontres avec certains chefs d'État, dont Paul Kagame, Félix Tshisekedi, dans moins de 48 heures. Alors, la rencontre avec Faure Gnassingbé, médiateur de l'Union africaine dans le conflit qui oppose Kinshasa et Kigali, est prévu dans les heures qui suivent. Edouard Chama nous fait le point. Lors du 2e sommet conjoint de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC et de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC, tenu le 24 mars dernier, 5 anciens chefs d'État africains avaient été mandatés pour accompagner le processus de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Outre Olusegun Obasanjo du Nigeria, le groupe de facilitateurs comprend également Uhuru Kenyatta du Kenya, Galema Motlante de l'Afrique du Sud, Catherine Samba Panza de la République centrafricaine et Salihouk Zewede de l'Éthiopie. La mission Obasanjo se poursuivra à Lomé au Togo où il avait rencontré le président Faure Gnassingbé, désigné médiateur par l'Union africaine afin de faire le point sur les avancées du processus. Figure majeure de la diplomatie africaine depuis la fin de son mandat présidentiel en 2007, médiateur dans plusieurs conflits notamment en Éthiopie, au Soudan du Sud, au Mali, pour ne citer que cela. Le visite de l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo dans certains pays de la sous-région s'inscrivent dans une série d'initiatives qu'il porte en tant que telles. Ceci constitue une stratégie d'engagement direct avec le chef d'État du continent, misant sur une approche africaine de solutions africaines. Alors que la région demeure fragile avec de tensions récurrentes entre la RDC et ses voisins, le rencontre entre Kagame et Obasanjo le 25 juin 2025, puis avec Tshisekedi le 26 juin, pour réouvrir la voie à un regain de concertation régionale. Réputé dans le domaine de gestion de différends, Obasanjo jouerait un rôle d'un bon facilitateur auprès de dirigeants concernés, notamment en soutenant de mécanismes de dialogue inclusif. L'idée d'un sommet sous-régional à l'initiative d'anciens chefs d'État a d'ailleurs été évoquée dans le cercle diplomatique.
C'est ici où l'on peut rappeler que ces tête-à-tête intervient alors que plusieurs pays africains du Sahel, à la Corne de l'Afrique, sont confrontés à des recompositions politiques et militaires. Dans ces paysages incertains, la diplomatie informelle, incarnée par des figures comme Obasanjo, apparaît comme un levier complémentaire aux canaux institutionnels souvent paralysés. Le choix du Rwanda pour cet échange n'est pas anodin. Il traduit aussi la volonté de Kigali de s'affirmer comme un interlocuteur stratégique dans les équilibres africains. Approche d'importantes échéances électorales dans certains États africains, notamment Ouganda et Côte d'Ivoire, une interrogation persiste au sein de l'opinion africaine. Pourquoi tant de dirigeants refusent-ils de quitter le pouvoir? Entre révision constitutionnelle, candidature controversée et verrouillage des institutions, la démocratie sur les continents semble VIC sous le poids des ambitions personnelles. Suivez donc l'élément des réponses dans cette analyse que nous propose Edouard Chama, mais ici rendu par Julia Kamona. Malgré les engagements internationaux et les textes nationaux proclamant haut et fort la démocratie, l'Afrique continue de faire face à un mal persistant. La volonté farouche de certains dirigeants à s'accrocher indéfiniment au pouvoir. Une tendance inquiétante en contradiction avec les principes élémentaires de gouvernance démocratique. Le cas sont nombreux et souvent caricatureux. En Ouganda, Yoweri Museveni, 80 ans, au pouvoir depuis 1986, sera une fois de plus candidat en 2026. Au Cameroun, Paul Biya, 91 ans, détient le record de la longévité avec 42 années à la tête de l'État. À cela s'ajoute Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville ou encore Paul Kagame au Rwanda. Tous illustrent cette dérive vers des présidences à vie, camouflées derrière des révisions constitutionnelles ou des régimes quasi monolithiques. Ces phénomènes n'épargnent ni l'Afrique du Nord, ni d'autres sous-régions où des dirigeants maintiennent leur pouvoir par des stratégies constitutionnelles taillées sur mesure. Le multipartisme devient façade, les institutions sont affaiblies, les élections vidées de leur sens réel. Ces tristes spectacles se déroulent avec la passivité, voire la complicité de puissances occidentales promptes à donner des leçons de démocratie, mais silencieuses quand leurs intérêts économiques, souvent extractifs, sont en jeu. Pourtant, l'alternance, l'état des droits, les contre-pouvoirs et les droits humains sont des acquis universels. L'Afrique mérite mieux que des démocraties d'apparence. Elle mérite une gouvernance qui respecte ses peuples et non une oligarchie vieillissante camouflée derrière des urnes truqueuses. Voilà qui met fin à cette session d'information sur Bosolo Télévision. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la première chaîne au cœur d'investigation République démocratique du Congo. Au revoir.